Je déclare ouverte l'audience de la Cour siégeant en matière constitutionnelle. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le procureur général, Monsieur le Premier Président, avec la physionomie de la salle, est-ce que cette audience peut valablement se tenir? Monsieur le Premier Président, la physionomie est convenable. Cette audience peut valablement se tenir. Monsieur le greffier, veuillez donner lecture du rôle d'audience de ce soir. Merci, Monsieur le Président. Cour suprême, Chambre administrative et constitutionnelle. Rôle d'audience du vendredi 26 septembre 2025. Composition. Président. 1. Monsieur Fodé Bangoura. Président. Membre. 2. Madame Mariama Doumbouya, présidente de la Chambre, rapporteuse. 3. Monsieur André Safela Leno, président de Chambre. 4. Monsieur Ibrahima Souri Yansane, président de Chambre. 5. Monsieur Mohamed Sissé, président de Chambre par intérim. 6. Madame Makoya Kamara, présidente de Chambre par intérim. 7. Madame Hawadaro Kourouma, conseillère. 8. Monsieur Mamadouba Keita, conseiller. 9. Madame Nene Ousmane Diallo, conseillère. Ministère public. Monsieur Sidi Suleiman Diaye, procureur général par intérim. Madame Nene Hawa Diallo, première avocate par intérim. Monsieur Soriba Mané, avocat général. Monsieur Sidiki Kanté, avocat général. Greffier. Maître Louis Honoré Loa, chef de greffe. Maître Tamba Michel Traoré, greffier en chef. Une seule affaire inscrite au rôle. Affaire numéro 001. Affaire matière référendaire. Objet contestation des résultats provisoires du référendum du 21 septembre 2025 et proclamation des résultats définitifs du dit référendum. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le chef de greffe. Madame la conseillère, rapporteuse, veuillez donner lecture de votre rapport. Merci, Monsieur le Premier Président. Rapport de procédure. Objet. Contestation des résultats provisoires du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 et proclamation des résultats définitifs du dit scrutin. Par décret 0046 PRG CNRD SGG du 1er avril 2025, le président de la transition a fixé la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée au 21 septembre 2025. Advenue cette date, le corps électoral s'est rendu dans les bureaux à l'effet d'exprimer son opinion. Par lettre du 23 septembre 2025, le ministre de l'administration du territoire a transmis au greffe de la Cour suprême, qu'il a reçu le même jour, sous le numéro 2576, le procès verbal de proclamation des résultats provisoires
du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, accompagné des documents de vote pour la proclamation des résultats définitifs du référendum. Par lettre conjointe du 26 septembre 2025, enregistrée au greffe de la Cour suprême le même jour à 14h22 sous le numéro 2592, le bloc libéral BL et le bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, partis politiques représentés respectivement par Dr Faya Lansana Minimono et M. Boubacar Sidi Dieng, ont formé des contestations contre les résultats provisoires du scrutin du 21 septembre proclamé par le ministère de l'administration du territoire le 23 septembre 2025 à travers les moyens suivants. Premier moyen, tiré de la violation de l'article 16 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 relatif au droit d'observation. Par ces moyens, les requérants affirment que leurs délégués et superviseurs ont été ignorés et empêchés de superviser les opérations de vote, de dépouillement et de la centralisation, alors que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, au cours d'une plénière, a informé les différentes entités de leur droit de se faire représenter dans les bureaux de vote et dans les centres de centralisation en application de l'article 6 indiqué. Deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 19 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 relatif au rôle de la haute autorité de communication HAC. Les requérants déclarent au soutien de ce moyen qu'ils n'ont bénéficié que de 3 minutes de temps une fois chaque 2 jours, alors que le camp du oui disposait de près de 15 mouvements et des partis politiques qui passaient chaque jour pour demander aux électeurs de voter oui. Ce texte inéquitable n'a pas favorisé le respect des opinions entre les camps du oui et du non, ce qui constitue un motif valable d'annulation. Troisième moyen, tiré de la violation de l'article 12 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Par ce moyen, les requérants indiquent qu'il a été créé un organe appelé Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR, ayant une compétence nationale et doté d'une autonomie financière qui exerce pleinement sa mission par ses membres. Les membres de cet organe ont été nommés 72 heures avant le scrutin, ce qui fait que celui-ci n'a pas pu mettre en place des structures de supervision dans les 33 préfectures de la Guinée et dans les 13 communes de Conakry, ainsi que dans les ambassades et consulats de la République de Guinée à l'étranger. Ainsi, l'ONASUR n'a pu veiller sur la bonne organisation du scrutin, au respect de la régularité, de la transparence et de la sincérité du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, en garantissant aux électeurs le libre exercice de leurs droits. Aussi, ni budget ni siège n'a été alloué à l'ONASUR pour lui permettre de bien mener sa mission. En outre, les membres de l'ONASUR sont censés observer la neutralité. Cependant, contrairement à cela, le président de cette structure a ouvertement battu campagne en faveur du oui, tant sur sa page Facebook que dans les médias. Une telle irrégularité aussi grave mérite d'être prise en compte. Quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 49 de la loi L 2025-012 CNT relative à la publication officielle des procès-verbaux. Par ce moyen, les requérants déclarent que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation devait immédiatement publier en ligne sur son site web les procès-verbaux de vote, bureau par bureau, pour consultation publique. Cette obligation légale est importante pour garantir la transparence, permettant aux citoyens, aux partis politiques et aux organisations de la société civile de comparer les chiffres de la Direction générale des élections à ceux affichés localement et consolidés par les commissions administratives de recensement des votes ou de détecter des incohérences. Ne pas respecter cette obligation renforce les soupçons de manipulation des données,
ce qui limite également les options des partis politiques, des organisations de la société civile, qui n'ont que 72 heures après la publication des résultats provisoires pour saisir la Cour suprême. En période de doute, la transparence et le respect de la loi sont les seules réponses valables. Cinquième moyen tiré de la violation de l'article 50 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril relatif à la proclamation des résultats. Les requérants affirment que les résultats provisoires proclamés par le ministère en charge de l'administration du territoire révèlent l'existence d'irrégularités massives incontestables allant jusqu'au refus de prendre en compte des bureaux de vote entiers dans le décompte officiel. En effet, selon les termes du ministre, le nombre total de bureaux de vote était de 23 662, mais le nombre de bureaux de vote pris en compte est de 22 681, soit 981 bureaux de vote qui n'ont pas été pris en compte. Comment parler de souveraineté populaire quand l'État lui-même prive son peuple d'un droit aussi fondamental que le vote? Sixième moyen, enfin, tiré de la violation de l'article 53 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 relatif à la proclamation des résultats. Les requérants soutiennent ce moyen par l'utilisation des fonds publics pour offrir des véhicules à des articles, des insulteurs publics et des notables en vue de sensibiliser les populations à voter oui. Les administrations publiques ont fermé pour aller en campagne, obligeant le gouvernement à passer un communiqué le 11 septembre 2025, invitant certains fonctionnaires à rejoindre leur poste à compter du 15 septembre 2025. C'est pour toutes ces irrégularités que le requérant sollicite respectueusement de la Cour suprême qu'il lui plaise annuler tout le processus référendaire du 21 septembre 2025, ordonner l'audit indépendant du fichier avec toutes ses conséquences de droit et ordonner l'organisation d'instructeurs référendaires dans un délai de 60 jours. Voilà, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la Cour, la physionomie de la procédure qui est soumise à votre appréciation. Je vous remercie de l'attention. Merci, Madame, pour cette présentation de la physionomie de la procédure. Comme vous venez de l'entendre, Monsieur le Procureur général, vous venez d'entendre le rapport présenté par Madame la rapporteuse. Je me fais le devoir de vous passer la parole pour vos observations. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. Observation du procureur général à l'occasion de l'audience de proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Audience publique du 26 septembre 2025. Vu la charte de la transition du 27 septembre 2021 en son article 79. Vu la loi L 2017 numéro 003 AN du 23 février 2017 portant attribution, fonctionnement et organisation de la Cour suprême. Vu la loi L 2025 numéro 012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Vu le décret D 2025-0046 du 1er avril 2025 fixant la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, la République de Guinée, pays situé sur la côte ouest africaine, écrit encore une fois, aujourd'hui, vendredi 26 septembre
2025, une page importante de son histoire par la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel organisé le 21 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée retenues. C'est la Cour suprême, la plus haute juridiction de l'État, qui va, dans quelques instants, y procéder dans sa vénérable salle d'audience inaugurée en avril 1995. Faut-il en effet rappeler qu'à la suite de la suppression de la Cour constitutionnelle, la charte de la transition dispose en son article 79: les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême durant la période de transition. Aussi, la loi numéro 12 du 25 avril 2025 indique que la Cour suprême proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, permettriez-vous, je choisis les mots, permettriez-vous que le procureur général par intérim mette pendant cette audience publique en relief deux notions maîtresses, à savoir la Constitution et le référendum. La Constitution, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, est un texte fondamental qui définit notamment l'organisation des pouvoirs publics, les règles de fonctionnement de l'État, les droits et libertés des citoyens. Écrite ou non écrite, chaque État possède une constitution et en fait sa norme supérieure. Toutes les autres lois doivent la respecter. C'est le socle juridique et politique d'un État. Le projet de constitution soumis à référendum vise justement à doter la République de Guinée d'une nouvelle constitution. Aussi, le référendum est-il l'exercice du pouvoir en dehors du cadre parlementaire? Il est l'expression directe de la souveraineté nationale. C'est un vote au cours duquel le peuple est invité à approuver ou à rejeter un projet ou une proposition, généralement par un oui ou par un non. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Président de la République a bien voulu convoquer par décret D 2025-0046 du 1er avril 2025 le référendum constitutionnel afin de consulter directement le peuple souverain sur le projet de nouvelle constitution. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, ce que nous venons de dire est extrêmement important. Le Président de la République a entendu procéder par voie de référendum afin que le peuple souverain de Guinée s'exprime sur le projet de constitution. Monsieur le Premier Président, cet acte majeur de notre vie démocratique a mobilisé plusieurs institutions compétentes, entre autres la Direction générale des élections, DGE en abrégé, pour l'organisation technique du scrutin. L'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel, ONASUR, pour bien entendu
la supervision de l'ensemble des opérations référendaires dans les circonscriptions électorales. Les commissions administratives de centralisation des votes, CACV, présidées par les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, et la Cour suprême, en sa qualité de juridiction investie du pouvoir de proclamer les résultats définitifs. Nous insistons là-dessus, Monsieur le Premier Président. Permettez-nous de dire, de marteler que c'est la Cour suprême qui est investie du pouvoir de proclamer les résultats définitifs du référendum. Votre haute juridiction, celle que vous présidez, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, s'agissant du déroulement du scrutin, il apparaît sur la base des éléments transmis à la Cour suprême que le scrutin s'est déroulé dans des conditions globalement régulières et pacifiques dans toutes les circonscriptions électorales. La participation des citoyens a été significative. Les difficultés techniques ou logistiques relevées par endroits ne sont pas de nature à altérer l'expression libre du suffrage. Monsieur le Premier Président, ce passage de nos observations est extrêmement important. Les difficultés techniques ou logistiques relevées par endroits ne sont pas de nature à altérer l'expression libre du suffrage. C'est ce qu'on recherche dans un processus référendaire. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, conformément à la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025, en son article 50, mardi 23 septembre, les résultats provisoires du référendum ont été proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire. Il en résulte ce qui suit. Nombre de bureaux pris en charge, 22 641, soit 95,69%. Total inscrit, 6 768 458. Total votant sur la liste d'émargement, 5 833 464. Total votant par dérogation, 118 343. Total votant, 5 951 807. Taux de participation, 86,42%. Bulletin nul, 205 480. Suffrage valablement exprimé, 5 746 327, soit 96, Par ailleurs, le bloc libéral et le bloc pour l'alternance en Guinée ont déposé au greffe de la Cour suprême un recours aux fins d'annulation du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Rien d'étonnant à cela, rien d'extraordinaire à cela, c'est la loi qui le prévoit. On doit être respectueux de la loi. Le recours comporte plusieurs moyens. Les moyens sont les arguments qu'une partie présente, qu'un demandeur, un requérant présente à une juridiction. 1. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 16 de la loi L
2025-012 CNT du 25 avril 2025. Les requérants soutiennent que leurs délégués et superviseurs ont été empêchés de suivre les opérations électorales au motif qu'ils n'avaient pas été accrédités. Ils considèrent que la réunion de concertation organisée par le ministère de l'Administration du Territoire valait accréditation. Faut-il savoir que même si l'article 16 de la loi susvisée garantit le droit d'observation du vote, mais il subordonne son exercice à des procédures formelles d'accréditation que les requérants eux-mêmes reconnaissent n'avoir pas accompli. Aucun délégué ou superviseur du bloc libéral et du bloc pour l'alternance en Guinée ne possédait un document officiel d'accréditation. Dès lors, l'empêchement d'observer le scrutin par ces délégués et superviseurs ne constitue pas une violation de la loi. Ils n'avaient pas le titre requis, qui est l'accréditation. C'est un titre délivré par l'autorité compétente à tout observateur. Le procureur général par intérim estime que ce moyen ne saurait prospérer. C'est la position du procureur général par intérim. 2. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 19 de la même loi. Les requérants invoquent en outre une rupture d'égalité dans la répartition du temps d'antenne accordé par la haute autorité de la communication, en abrégé HAC, en ce que le can du non n'aurait bénéficié que de 3 minutes d'expression une fois tous les 2 jours, tandis que le can du oui disposait de multiples interventions quotidiennes. Il y a de rappeler que l'article 19 invoqué n'impose à la HAC que de garantir un accès équitable aux médias sans pour autant prévoir une stricte égalité arithmétique du temps d'antenne. D'ailleurs, la différence constatée résulte essentiellement du nombre élevé de partis et mouvements alignés sur le camp du oui. Aussi, il n'est pas établi que la HAC ait intentionnellement favorisé un camp au détriment d'un autre. Les requérants n'ont de surcroît apporté aucun élément démontrant que cet état de fait a pu altérer la sincérité du scrutin. Ce passage est important dans l'appréciation par le juge de la régularité du scrutin. L'altération de la sincérité du scrutin est le fondement de cette procédure. Ce moyen doit également être écarté. 3. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 12 du même texte de loi. Le bloc libéral et le bloc pour l'alternance en Guinée reprochent au gouvernement la nomination tardive des membres de l'Observatoire autonome national de supervision du référendum constitutionnel ONASUR, intervenu seulement 3 jours avant le scrutin, ce qui aurait empêché la mise en place effective des structures de supervision. Ils ont en plus allégué que le président de l'ONASUR aurait mené campagne pour le oui. Il faut en effet souligner qu'aucune disposition légale n'impose un délai minimum de nomination des membres de l'ONASUR. Vous ne verrez pas dans la loi fixant les modalités d'organisation du référendum. Nous, procureurs généraux par intérim, sommes tenus par les dispositions de la loi. Nous venons à l'audience pour présenter les dispositions de la loi au juge. Dans ce cas-ci, ces juges, ce sont ceux que vous voyez sur l'estrade. Le premier président, les présidents de chambre, les conseillers.
Cela étant, Monsieur le Premier Président, Messieurs les conseillers, il faut en effet souligner qu'aucune disposition légale n'impose un délai minimum de nomination des membres de l'ONASUR. Au surplus, les griefs de partialité à l'encontre du président de l'ONASUR ne reposent sur aucun élément probant. Dans une procédure judiciaire, il ne suffit pas d'alléguer, il faut prouver. Il s'ensuit que ce moyen mérite d'être rejeté. 4. Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 49 de la loi subventionnée. Les requérants rappellent que l'article 49 dispose que les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote doivent faire l'objet d'une publication officielle par le ministère en charge de l'administration du territoire. Cette publication devant obligatoirement être réalisée en ligne sur le site d'information du dit ministère en mode consultation publique. Selon les requérants, le ministère de l'administration du territoire n'a pas respecté cette exigence de la loi et que ce défaut de publication aurait limité les possibilités de contrôle des partis politiques notamment. Il convient d'indiquer à cet égard que si l'article 49 prévoit la publication officielle des procès-verbaux par le ministère de l'administration du territoire, il n'impose pas que cette publication intervienne exclusivement ni immédiatement sous la forme électronique. La loi ne l'impose pas. Et quand la loi ne l'impose pas, le juge ne peut pas l'imposer. D'ailleurs, la loi garantit la publicité des résultats, mais laisse au ministère le soin d'en déterminer les modalités techniques. D'ailleurs, le délai de 72 heures pour saisir la Cour suprême court à compter de la publication officielle des résultats provisoires et non de la mise en ligne des procès-verbaux. Cela étant, l'argument tiré d'une prétendue limitation du droit du recours est inopérant. Il est inopérant. 5. Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 50 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Les requérants soutiennent qu'en application des dispositions de cet article, les résultats provisoires du référendum doivent être proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire dans un délai de 3 jours, suivant la réception du dernier procès verbal de centralisation de vote, étant entendu que la transmission des 10 procès-verbaux ne saurait excéder 7 jours. Ils font valoir qu'en l'espèce, les résultats proclamés seraient entachés d'irrégularités manifestes et substantielles, tenant notamment au refus d'intégrer dans le décompte officiel les résultats de certains bureaux de vote. Les requérants n'apportent aucun élément de preuve permettant d'établir que ces délais légaux n'auraient pas été respectés par l'autorité compétente lors de la proclamation des résultats provisoires. Sur le sixième moyen tiré de la violation de l'article 53 de la même loi, le bloc libéral et le bloc pour l'alternance en Guinée ont, au surplus, fait valoir que cet article interdit formellement l'utilisation des fonds, ressources et moyens publics dans le cadre des campagnes électorales et référendaires. Les requérants soutiennent à ce propos que les autorités gouvernementales auraient mis à disposition des véhicules de service, financé directement certaines manifestations et procédé à des distributions de sommes d'argent et de t-shirts afin de mobiliser les foules en faveur du oui. Les requérants en déduisent que ces pratiques constituent une violation de l'article 53
et entache la régularité et la sincérité du scrutin référendaire. Il convient, Monsieur le Premier Président, il convient, Monsieur les Présidents de Chambre, il convient, Mesdames et Messieurs les conseillers, de noter que l'article 53, mentionné, vise à prohiber l'utilisation directe des ressources publiques à des fins de propagande. Cependant, les requérants ne produisent à l'appui de leur recours aucun élément concret et vérifiable que les fonds publics ont effectivement été détournés pour financer les campagnes du camp du oui et les allégations relatives à des distributions d'argent et de t-shirts reposent uniquement sur des affirmations générales. Dans une procédure judiciaire, on ne fait pas d'affirmation générale. On rapporte les preuves. On démontre ce qu'on avance. Et pour démontrer ce qu'on avance, on produit des preuves. On discute des preuves. Que ce moyen est spécieux. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les Présidents de Chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, le peuple guinéen a, répondant à l'appel au référendum, une fois encore exercé son droit souverain de décider de son avenir institutionnel. Nous insistons là-dessus. Par voie de référendum, le 21 septembre 2025, le peuple souverain de Guinée a décidé de son avenir institutionnel. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les Présidents de Chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, seule la Cour suprême a le pouvoir de proclamer les résultats définitifs du référendum du 21 septembre 2025. Nous l'avions dit précédemment. Le procureur général par intérim, au cours de cette audience publique, vous recommande respectueusement d'accomplir votre mission au nom du peuple guinéen, pour le bien du peuple guinéen et pour le devenir du peuple guinéen. Monsieur le Premier Président, c'est l'appel que nous vous lançons. C'est la mission que vous avez. Vous n'avez pas une autre mission au cours de cette audience. Accomplissez votre devoir de juge, Premier Président de la Cour suprême. Mesdames et Messieurs les Présidents de Chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, tous les regards sont tournés vers la Cour suprême, la plus haute juridiction de l'État. Vous devez assumer cette mission. Vous devez assumer ce sacerdoce. Vous devez porter cette charge en vous prononçant sur la base des éléments du dossier, sur la base des éléments qui vous ont été rapportés par la cellule technique installée au niveau de la Cour suprême. Vous avez la possibilité, en fonction des pièces du dossier, c'est-à-dire des résultats provisoires et des éléments de centralisation effectués au niveau de votre haute juridiction, pour juste motif, Monsieur le Premier Président, nous insistons, pour juste motif, soit de valider les résultats provisoires, soit de les modifier, soit de les annuler, le tout en application de la législation en vigueur. Monsieur le Premier Président, c'est le passage le plus important de nos observations. Vous avez la possibilité, en fonction des pièces du dossier, c'est-à-dire des résultats provisoires et des éléments de centralisation effectués au niveau de votre haute juridiction, pour juste motif, soit de valider les résultats provisoires, soit de les modifier, soit de les annuler, le tout en application de la législation en vigueur.
vous ne pouvez et vous ne devez appliquer que la législation en vigueur, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. En conséquence, conformément aux dispositions légales, le procureur général par intérim fait observer qu'il plaise à vous, ô magistrats, qu'il plaise à vous, ô magistrats, que la Cour suprême rejette comme non fondé le recours en annulation présenté par le bloc libéral et le bloc pour l'alternance en Guinée. Par ailleurs, que la Cour suprême prenne acte du déroulement du vote dans des conditions globalement régulières et pacifiques dans toutes les circonscriptions électorales. Qu'elle proclame les résultats provisoires comme résultats définitifs du scrutin du 21 septembre 2025 en application de l'article 51 de la loi L 2025 CNT du 25 avril 2025. Ce sera justice. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers, telles sont nos observations. Nous vous remercions de l'attention. Merci, Monsieur le procureur général par intérim. La Cour, vu la charte de la transition, vu la loi ordinaire L 2017-003 AN du 23 février 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Vu le décret D 2025 0046 PRG CNRD SGG fixant la date du référendum et convocation du corps électoral. Vu la loi L 2025 012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Vu les pièces du dossier, vu les rapports des délégués de la Cour suprême, vu les procès-verbaux des commissions administratives de centralisation des votes, CACV, vu le rapport du 24 septembre 2025 de l'Observatoire national autonome du référendum constitutionnel, vu la proclamation des résultats provisoires du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Oui, le rapport de la conseillère. 1. Faits et procédures. Par lettre numéro 1352 MATD, en date du 23 septembre 2025, enregistré le même jour au greffe de la Cour suprême,
à 23h29 sous le numéro 2576, Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation a transmis, accompagné des pièces y afférentes, les résultats provisoires du référendum tenu le 21 septembre 2025. Par requête conjointe du 26 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe de la Cour suprême sous le numéro 2592, deux partis politiques, en l'occurrence le Bloc libéral, BL, et le Bloc pour l'alternance en Guinée, PAG, ont fait un recours aux fins d'annulation du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. En la forme, considérant que la Cour suprême, chambre constitutionnelle, a été régulièrement saisie, d'une part, par le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, aux fins de validation des résultats provisoires du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 et, d'autre part, par les partis politiques Bloc libéral, BL, et Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, aux fins d'annulation de ce scrutin, qu'il y a lieu de déclarer les deux saisines recevables. 3. Au fond, considérant que l'article 51 de la loi sus-indiquée est libellé en ces termes: les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour suprême par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constituées dans les 72 heures à compter de la proclamation des résultats provisoires par le ministère chargé de l'administration du territoire. La Cour suprême statue dans les 8 jours à compter de sa saisine. Si, après le dépôt par le ministère chargé de l'administration du territoire des résultats provisoires, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n'a été déposée au greffe de la Cour suprême, dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour suprême proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel. Considérant que pour obtenir annulation du scrutin en cause, les partis politiques sus-indiqués ont évoqué 6 moyens. 1. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 16 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Les requérants soutiennent que cet article consacre le droit d'observation des opérations électorales par les partis politiques à travers le déploiement d'observateurs accrédités. Selon eux, lors d'une réunion de concertation organisée par les responsables de l'administration du territoire, il leur a été rappelé que les partis politiques avaient le droit de suivre
et d'évaluer le processus électoral à travers leurs délégués et superviseurs. Ils considèrent que cette réitération équivaut à une accréditation tacite, ce qui justifierait le déploiement direct de leurs observateurs sans accomplir d'autres formalités administratives. Ils affirment que, malgré ce droit, leurs délégués et superviseurs ont été ignorés, puis empêchés de suivre les opérations du scrutin, ce qui constitue selon eux une violation manifeste de la loi et une atteinte à la transparence du vote. Considérant que la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025, en son article 16, garantit certes le droit d'observation électorale, mais elle ne dispense pas les partis politiques des procédures formelles d'accréditation prévues par les tests applicables. Qu'en l'espèce, les deux partis n'apportent aucune preuve qu'ils ont sollicité ou obtenu les badges ou documents officiels d'accréditation auprès de l'organe compétent, ministère de l'administration du territoire. Leur interprétation, selon laquelle la réunion de concertation équivaudrait à une accréditation, est manifestement erronée, car une réunion d'information ne saurait suppléer les formalités légales. Considérant que les partis avaient l'obligation de se conformer aux règles de procédure fixées par l'autorité compétente pour accréditer les observateurs, dépôt des listes, fourniture d'identification, retrait de badge. Que leur décision unilatérale de déployer des délégués sans autre formalité constitue une négligence qui ne peut être imputée à l'administration. Par conséquent, l'exclusion de leurs superviseurs était légale, car ceux-ci n'avaient pas la qualité reconnue. Qu'en outre, l'article 16 n'a pas été violé, puisque la possibilité d'observation existait bel et bien, mais elle était subordonnée au respect des conditions pratiques. Que de même, la violation alléguée résulte uniquement d'une mauvaise interprétation par les parties demandeurs et non d'une entrave de la part des autorités. Que l'accréditation vise à garantir l'égalité et la transparence dans le processus électoral et qu'en admettant que la participation à une simple réunion vaut accréditation, cela créerait une inégalité entre les partis ayant respecté la procédure formelle et ceux qui s'en sont dispensés. Que le rejet de leur superviseur est donc conforme aux principes d'égalité et de sécurité juridique. Qu'à supposer même, pour le seul bénéfice de la discussion, que leurs observateurs n'ont pas pu suivre directement les opérations, les partis politiques requérants ne démontrent pas que cette situation a affecté la régularité des scrutins et les résultats proclamés.
Au demeurant, aucun élément concret, procès-verbaux irréguliers, fraude documentée, falsification n'est fourni pour établir que le défaut de supervision a eu une incidence sur la sincérité du vote. En droit électoral, une irrégularité sans incidence sur le résultat ne saurait justifier l'annulation du scrutin. 2. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 19 de la loi L 2025-012 CNT, considérant que les requérants invoquent une atteinte au principe d'égalité des opinions, qu'en effet, selon eux, l'article 19 de la loi susvisée confère à la haute autorité de la communication, HAC, la mission de garantir, durant la campagne référendaire, l'égalité de traitement entre toutes les opinions dans les programmes des organes de presse publics et privés. Que contrairement à ce principe, le bloc libéral et le bloc pour l'alternance en Guinée n'auraient bénéficié que de 3 minutes de temps d'antenne, diffusée une fois tous les 2 jours pour défendre leur position. Que le camp favorable à l'adoption de la nouvelle constitution aurait bénéficié chaque jour de l'intervention d'au moins 15 mouvements et partis politiques appelant à voter oui, ce qui aurait accentué le déséquilibre. Que ce traitement différencié aurait créé une inégalité manifeste entre les partisans du oui et ceux du non, faussant ainsi les conditions de la campagne référendaire et portant atteinte à la sincérité du scrutin. Considérant que, s'il est vrai que l'article 19 de la loi confie à la haute autorité de la communication, HAC, une mission de régulation, il n'en demeure pas moins vrai qu'il n'impose pas une stricte égalité arithmétique de temps d'antenne entre les acteurs, la règle étant celle d'une égalité de traitement dans le cadre des moyens disponibles et non d'une stricte parité horaire. Que les requérants n'apportent pas d'éléments probants établissant que la HAC, haute autorité de la communication, aurait volontairement favorisé le camp du oui au détriment du non. La simple différence de durée ne suffit pas à démontrer une violation du principe d'égalité, dès lors que les opposants ont eu un accès effectif aux médias. Qu'au demeurant, le temps d'antenne plus important du camp du oui résulte principalement du nombre élevé de partis et mouvements alignés sur cette position. Dès lors, la haute autorité de la communication, HAC, n'a pas à limiter l'expression de ces acteurs dès lors que chacun agit dans le respect de la loi. Qu'en admettant même une différence de temps d'antenne, les requérants n'établissent pas que ce déséquilibre ait altéré la liberté de choix des électeurs, ni la sincérité du vote. Or, en droit électoral, seule une irrégularité ayant eu une incidence déterminante peut justifier l'annulation. 3. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi L 2025-012 CNT,
Considérant que les requérants soutiennent, au terme de l'article 12 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR est chargé de superviser l'ensemble des opérations référendaires dans les circonscriptions électorales, notamment la mise en œuvre du chronogramme, la mise en place du matériel de vote et des documents relatifs au scrutin. Que selon eux, les 11 membres de l'ONASUR n'ont pas été nommés que par décret du 18 septembre 2025, soit seulement 72 heures avant le scrutin, ce qui n'aurait pas permis la mise en place effective des structures de supervision dans les 33 préfectures, les 13 communes de Conakry, ainsi que dans les ambassades et consulats à l'étranger. Qu'en pratique, ce serait le ministère de l'administration du territoire et de la direction générale des élections qui aurait assuré la supervision en déployant leurs propres observateurs en lieu et place de l'ONASUR. Que le président de l'ONASUR aurait, en outre, manqué à son obligation de neutralité en menant une campagne ouverte en faveur du oui, tant sur sa page Facebook que dans les médias. Et de lors, ces irrégularités cumulées entacheraient la crédibilité et la régularité du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Considérant cependant que la nomination des membres de l'ONASUR intervenue le 18 septembre 2025 ne viole aucune disposition légale imposant un délai spécifique de mise en place de cette institution et que l'argument de tardivité relève d'une appréciation d'opportunité et non de légalité. Que de même, en l'absence d'un déploiement total de l'ONASUR, la supervision a été assurée par les organes légalement compétents, administration du territoire et direction générale des élections, ce qui a garanti la continuité du processus référendaire. Que les allégations relatives au président de l'ONASUR ne sont pas appuyées par des preuves vérifiables et ne sauraient suffire à démontrer une atteinte à la crédibilité du scrutin. Qu'au surplus, les requérants n'apportent aucun élément de fait démontrant que la prétendue carence de l'ONASUR ait entraîné des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin. 4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 49 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Considérant que les requérants rappellent que l'article 49 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 dispose que les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote doivent faire l'objet d'une publication officielle par le ministère en charge de l'administration du territoire. Cette publication devant obligatoirement être réalisée en ligne sur le site d'information de ce ministère en mode consultation publique. Que, selon eux, le ministère de l'administration du territoire n'a pas respecté cette exigence en s'abstenant de publier les procès-verbaux du bureau par bureau sur son site internet, ce qui constituerait une violation manifeste de la loi
et renforcerait les soupçons de manipulation des résultats. Ils soutiennent que le défaut de publication aurait limité les possibilités de contrôle des partis politiques et des organisations de la société civile, lesquelles ne disposent que de 72 heures après la publication des résultats provisoires pour saisir la Cour suprême. Qu'il estime que, dans un souci de transparence, le ministère devait également publier en ligne des données précises relatives à la distribution et à la récupération des cartes d'électeurs, indicateurs essentiels pour apprécier la crédibilité et la participation effective du scrutin. Considérant que si l'article 49 prévoit la publication officielle des procès-verbaux par le ministère en charge de l'administration du territoire, il n'impose pas que cette publication intervienne exclusivement ni immédiatement sous forme électronique, que la loi garantit la publicité des résultats, mais laisse au ministère le soin d'en déterminer les modalités techniques. En outre, les requérants n'établissent pas que les procès-verbaux n'aient pas été rendus possibles par d'autres moyens officiels, affichage, transmission aux représentants des partis politiques, diffusion dans les circonscriptions. Que l'absence alléguée de mise en ligne ne saurait en elle-même caractériser une violation substantielle de la loi. Que le délai de 72 heures pour saisir la Cour suprême court à compter de la publication officielle des résultats provisoires et non de la mise en ligne des procès-verbaux, et que l'argument tiré d'une prétendue limitation du droit du recours est donc inopérant. Pour surprise, les requérants n'apportent aucun élément démontrant que le défaut de publication en ligne des procès-verbaux aurait eu une incidence déterminante sur la régularité ou la sincérité du vote, et que l'allégation de manipulation des données demeure hypothétique et ne repose sur aucun fait vérifié. 5. Sur le 5e moyen tiré de la violation de l'article 50 de la loi ordinaire relative à la proclamation des résultats provisoires, les requérants soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 50 de la dite loi, les résultats provisoires du référendum doivent être proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire dans un délai de 3 jours suivant la réception du dernier procès verbal de centralisation de vote, étant entendu que la transmission de ces procès-verbaux ne saurait excéder 7 jours. Ils font valoir qu'en l'espèce, les résultats proclamés auraient entaché d'irrégularités manifestes et substantielles, tenant notamment au refus d'intégrer dans le décompte officiel les résultats de certains bureaux de vote. En effet, il ressort des propres déclarations du ministre que, sur un total de 23 662 bureaux de vote, seuls 22 681 ont été pris en considération, soit un déficit de 981 bureaux écartés du calcul final. Considérant d'une part, au terme de l'article 50 de la loi ordinaire susvisée, les résultats provisoires du référendum sont proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire
dans les 3 jours suivant la date de réception du dernier procès verbal de centralisation du vote. La transmission des procès-verbaux devant, en tout état de cause, intervenir dans un délai maximum de 7 jours. Que, d'autre part, que les requérants n'apportent aucun élément de preuve permettant d'établir que ces délais légaux n'auraient pas été respectés par l'autorité compétente lors de la proclamation querellée. En ce qui concerne l'écart relevé entre le nombre total de bureaux de vote ouverts, 23 662, et le nombre des bureaux effectivement pris en compte dans la centralisation, 22 681, il ressort des explications fournies que cette différence procède non d'un manquement aux prescriptions de l'article 50, mais de l'impossibilité matérielle d'intégrer certains procès-verbaux à raison de leur absence, de leur nullité ou de leur irrégularité manifeste, sans que les requérants ne démontrent en quoi cette exclusion aurait altéré la régularité générale de la sincérité du scrutin. Qu'ainsi, les griefs articulés au titre de la violation de l'article 50 de la loi précitée ne sauraient prospérer, faute de fondement en fait comme en droit. 6. Sur le 6e moyen tiré de la violation de l'article 53 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Considérant que les requérants font valoir que l'article 53 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 interdit formellement l'utilisation des fonds, moyens et ressources publiques dans le cadre des campagnes électorales ou référendaires. Qu'en dépit de cette interdiction, plusieurs ministres de la République et hauts fonctionnaires auraient pris part à des mouvements de soutien en qualité de parrain, participant ainsi activement aux campagnes organisées à travers le pays. Que ces autorités auraient mis à disposition des véhicules de service, financé directement certaines manifestations et procédé à des distributions d'argent ou de tissus afin de mobiliser des foules en faveur de oui. Que des fonds publics auraient servi à offrir des véhicules à des artistes, notables et autres personnalités, et à rétribuer des personnes se livrant à des campagnes de propagande. Que plusieurs administrations publiques auraient même interrompu leur fonctionnement normal pour participer à la campagne référendaire. Situation qui a conduit le gouvernement à publier le 11 septembre 2025 un communiqué invitant certains fonctionnaires à regagner immédiatement leur poste. Que les requérants, en déduisant que ces pratiques constituent une violation manifeste de l'article 53 précité et entachent la régularité de la sincérité du scrutin référendaire. Considérant cependant que l'article 53 vise à prohiber l'utilisation directe des ressources publiques à des fins de propagande, mais il ne saurait être interprété comme interdisant la participation individuelle de personnalités publiques à des activités politiques, dès lors qu'elles agissent dans le cadre de leur liberté d'opinion. Que les requérants ne produisent aucun élément concret et vérifiable établissant
que des fonds publics ont effectivement été détournés pour financer des campagnes et que les allégations relatives à la distribution d'argent, de véhicules ou de toutes sortes reposent sur des affirmations générales et non sur des faits établis. Que le communiqué officiel du 11 septembre 2025 rappelant aux fonctionnaires leur obligation de rejoindre leur poste démontre que le gouvernement a pris des dispositions pour prévenir toute dérive et que l'existence d'un tel rappel témoigne de la vigilance de l'administration et non d'une volonté de violer la loi. Qu'à supposer même que des irrégularités aient pu se produire ponctuellement, les requérants n'établissent pas que celle-ci ait eu une ampleur ou une gravité telle qu'elle ait altéré la sincérité du vote au niveau national. Considérant qu'au demeurant, il est acquis, à l'issue de l'examen des pièces, qu'aucune anomalie n'a été constatée dans les procès-verbaux des différents bureaux de vote, que cet état de fait est confirmé par les différents rapports des observateurs, des superviseurs désignés par la Cour suprême et celui de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum, ONACIR, du 24 septembre 2025, qu'il n'a été rapporté aucune irrégularité susceptible d'affecter la sincérité du référendum du 21 septembre 2025. Considérant que les résultats définitifs du scrutin référendaire se présentent comme suit. Total inscrit 6 768 458. Total votant 5 951 807. Taux de participation 86,42%. Bulletin nul 205 480. Suffrages valablement exprimés 5 746 327, soit 96,55%. Oui, 5 135 951, soit 89,38%. Non, 610 376, soit 10,62%. Qu'il convient en conséquence de déclarer définitifs les résultats provisoires proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire. Par ces motifs, statuant publiquement en matière constitutionnelle, en premier et dernier ressort, article 1er, en la forme, déclare recevable la requête présentée par les partis politiques, Bloc libéral et Bloc pour l'alternance en Guinée. Article 2. Au fond, rejette cette requête comme non fondée. Article 3. Proclame les résultats définitifs du référendum du 21 septembre 2025 sur le projet de constitution soumis au peuple guinéen, qui a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits 6 768 458. Votants 5 951 807. Suffrages exprimés 5 746 327, soit 96,55%. Taux de participation 86,42%.
Vote en faveur de oui, 5 135 951, soit 89,38%. Vote en faveur de non, 610 376, soit 10,62%. Article 4. Ordonne que le présent arrêt soit notifié aux plus hautes autorités de l'État et publié sans délai au journal officiel de la République de Guinée. Ainsi fait, jugé les jours, mois et ans que de ceci. Ont signé le premier président, que je suis Fodé Bangoura, la conseillère rapporteuse, Madame Mariama Doumbouya, le chef de grève, Monsieur Honoré Lois. Telle est la décision de la Cour. Je vous remercie pour votre attention et l'audience est levée.